Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour ce petit déjeuner autour de Luc Gras et la démocratie en péril, et 12 propositions pour en sortir. Voilà, il y a quand même les 12 propositions aussi. On va être indulgent parce que c'est la première de Luc. C'est la première fois qu'il est en public depuis la sortie de son livre. C'est une sortie en autopublication sur Amazon. On va écouter Luc, je vais le présenter quelques minutes, et puis on va l'écouter pendant 20 minutes. Et ensuite, il y aura 1 heure de questions-réponses. Et à la fin, vers 10 heures, ceux qui le souhaitent pourront discuter avec lui directement, acheter son livre, il pourra vous le dédicacer. Donc, qui est Luc Gras? Luc Gras, c'est un politologue, ancien enseignant en droit constitutionnel à Paris 2 et médiateur auprès de la Cour d'appel de Créteil. Il intervient régulièrement à la télévision, sur France Info, TV, sur LCI et CNews, donc il va partout, et chroniqueur sur Sud Radio, où il porte une analyse de l'actualité politique faite de sens. Son regard bleu laisse apercevoir une âme d'homme apaisé. Au lieu d'attiser les rancœurs des femmes et des hommes politiques sur les plateaux, comme tant de journalistes et autres politologues, sa posture est une posture d'écoute. Sa parole est claire, impartiale et juste. Moi, c'est toujours un plaisir de t'écouter quand je suis sur les télés en continu. Je trouve personnellement que tu pacifies les débats comme nul autre, et on en a bien besoin. Tu es ancien élève de l'IEP Paris, diplômé du barreau de Paris. Tu as été conseiller pendant plus de 25 ans de personnalité politique, ancien ministre et parlementaire. Je citerai juste celui que tu as accompagné et assisté pendant plus de 10 ans, c'est François Baroin, donc ancien député, maire de Troyes, ancien ministre, président des maires de France, avec lequel tu gardes une relation entretenue. Tu es enfin un spécialiste de nos institutions et du droit parlementaire, et last but not least, un papa formidable, très attentionné pour tes 3 enfants. Luc, tu as 10 minutes pour nous présenter ton livre et nous parler de ce déclin de la démocratie et sa maladie que tu nommes la logique politique autonome. La parole est à toi. Merci à vous pour votre présence ce matin. C'est vrai que j'ai sorti ce livre juste avant Noël et que c'est la première fois que j'ai le plaisir et la joie de le présenter en public. Il est présenté régulièrement sur les plateaux télé, mais on n'a pas le temps de rentrer dans le vif du sujet. Donc c'est tout à fait bien. C'est le premier d'une longue série, puisque j'ai l'impression que ça va me permettre, par ce biais-là, de mieux faire connaître la substance du livre. Alors, ce livre, effectivement, est issu de mon expérience de 25 ans, comme l'a gentiment rappelé Gilles, dans le milieu politique, où, grâce à François Baroin, je me suis engagé en 1993, par un peu les hasards de la vie. Et je suis resté dans ce milieu, dans une posture assez particulière, parce que j'étais passionné par la politique, mais sans aucune ambition personnelle, sauf d'essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Et donc je me suis mué progressivement d'un rédacteur de fiches, de collaborateur, en un observateur sur le système, pourquoi ça ne fonctionnait pas si bien que ça pourrait, et pourquoi il fallait regarder avec bienveillance ce milieu de la politique plutôt que de dire qu'ils sont tous pourris, etc. Essayer de comprendre quels étaient les points de blocage, et c'est ce qui a fait, donc, c'est ce qui a donné vie à cette réflexion qui m'a amené à écrire ce livre. Alors effectivement, dans ce livre, je mets en exergue cette idée de logique politique autonome, car toutes ces années passées à l'Assemblée nationale et parfois dans les ministères, m'ont invité à préciser un concept qui est celui de la logique politique autonome. En une phrase, la logique politique autonome n'est pas la logique humaine. Et c'est pourquoi, à l'époque, j'avais l'occasion de rencontrer pas mal de responsables de grandes entreprises. Je faisais des conférences parfois, et ils me disaient « Mais comment se fait-il? On a un amendement qui est formidable, et on n'arrive pas à le faire voter à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui se passe? Où est le point de blocage ?» En réalité, le point de blocage est dans l'organisation même de notre système. Quand vous êtes un citoyen comme vous et moi,
Vous arrivez, une fois que vous avez été donc consacré par le suffrage universel, vous arrivez à l'Assemblée nationale, donc avec votre bonne volonté. Vous n'êtes pas un citoyen moins bon qu'un autre, mais vous arrivez, vous êtes tout de suite pris en charge. Hein, vous avez 3 agents de l'Assemblée nationale, l'un vous apporte la sacoche avec vos moyens de transport gratuits, vous avez tout de suite quelqu'un qui va vous décoincer votre ordinateur si vous avez un blocage. Vous êtes pris en main. Et dès lors, vous commencez à décoller. Donc c'est assez agréable comme situation parce que vous avez quelqu'un qui, vous avez besoin d'un jus d'orange. Vous avez un jus d'orange comme ce matin, vous avez une buvette qui est formidable, vous avez un médecin, des coiffeurs, vous avez tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous consacrer entièrement à votre mission de parlementaire, ce qui est une fort bonne chose. Toutefois, le problème, c'est que quand vous rentrez dans ce milieu-là, vous rentrez dans un groupe parlementaire, le plus souvent, sauf les non-inscrits, et là, vous êtes tout de suite confronté à une logique qui est celle d'une logique du rapport de force. Et quand vous êtes un petit nouveau, la première chose que vous avez à faire, c'est de vous taire, d'écouter et d'apprendre. Et si vous commencez à lever une oreille ou à énumérer une première idée un petit peu originale ou à défendre un amendement pour lequel vous êtes engagé en politique, ça ne va pas bien se passer pour vous parce que ce n'est pas l'objet. Quand vous êtes nouveau dans un lieu, la première des bienséances, c'est de savoir dire merci parce que vous êtes là et d'apprendre. Et ainsi se met en place un système, quel que soit le parti politique, de la droite extrême à la gauche extrême, en passant par le centre, la droite et la gauche, vous avez un système qui se met en place et qui fait que vous répondez d'abord à une injonction de sauver votre peau, c'est-à-dire de ne pas mal vous faire voir par vos collègues. Et à partir de là, toute votre énergie, elle va être d'essayer de tracer votre sillon dans ce milieu complètement abscon, même pour les grands PDG du CAC 40. Et c'est pourquoi le grand PDG du CAC 40, lorsqu'il a un amendement à faire avancer, il prend rendez-vous par le 126 rue de l'Université pour rencontrer des parlementaires, il va les voir, il dépose son amendement, on lui concède que c'est tout à fait intéressant, mais après, l'amendement part dans les méandres de ce système que j'ai commencé à présenter devant vous. Et voyez que ça devient compliqué, parce que quand vous êtes député, soit vous continuez comme en vélo, vous êtes obligé de pédaler, d'avancer, parce que si vous restez inerte, bien sûr que la prochaine fois, vous allez avoir 10 candidats contre vous, et ceci va probablement mal se passer. Alors, on ne va pas dresser un tableau trop sombre des choses, parce qu'il y a d'excellents parlementaires, qui souvent d'ailleurs, les meilleurs ne deviendront jamais ministres, parce que tout attelé à l'idée de défendre leur mandat en essayant de travailler sérieusement à l'Assemblée nationale. J'en donne un exemple dans le livre. Je connaissais un très bon président de la Commission des affaires sociales qui, complètement pris par la matière, a oublié de réseauter et de travailler le terrain. Et l'élection, pourtant, où la majorité suivante a été de sa couleur politique, eh bien, il a été un des rares à ne pas être réélu parce qu'il a oublié le terrain. Et parce que la politique, c'est évidemment le travail législatif, le travail du contrôle du Parlement, mais aussi le travail de terrain et de réseautage. Et si vous n'êtes pas dans les petits papiers du parti politique, eh bien, vous n'aurez pas de rapport, vous n'aurez pas de... etc. Donc, vous voyez, je veux simplement insister sur la chose suivante, c'est quelle que soit la qualité de la personne, et force est de constater que la critique des hommes politiques n'est pas une bonne chose, on peut dire que c'est le système qui se met en place assez naturellement, qui est finalement assez humain, hein, dans ce qu'il n'y a pas forcément de plus beau dans l'humanité, eh bien, fait que des gens très bien, j'ai connu vraiment, bon, il y a un gars qui a été ministre, j'en parle également dans l'ouvrage, et qui avait écrit, je peux vous le dire à vous, puisque manifestement nous sommes entre nous, eh bien, qui a écrit un livre qui était formidable, qui s'appelait « La République des âmes mortes ». Et dans ce livre, il expliquait que la République ne pouvait pas se contenter, en réalité, de reposer sur ce système de fonctionnement. Il devait forcément redonner un supplément d'âme à la mission du parlementaire. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est une mission. Mais dans le système tel qu'il existait, eh bien, il a osé décrire la République des âmes mortes. Quelques années plus tard, après avoir rencontré plusieurs difficultés, il est reparti dans le privé où il a mis à disposition de ce milieu-là ses compétences. Et vous voyez que, je prends l'exemple d'un autre que vous pourrez vous remémorer, il y a des gens qui s'engagent en politique, qui s'entendent ce que je vous dis là, à un moment décident de décrocher.
et de dire, il y en a, hein, il y a beaucoup d'exemples comme ça, d'hommes politiques tout à fait sensés, intelligents, qui à un moment comprennent que leur énergie se perd dans ce combat fratricide pour monter. Et comme on est en forme de pyramide, et qu'il n'y en a qu'un en haut, qui est le président de la République, vous voyez bien qu'il y a des combats très difficiles qui doivent permettre d'arriver en l'autre. Voilà ce qu'est la logique politique autonome. Alors, dans le bouquin, je fais les 12 lois de cette logique politique autonome qui sont assez amusants parce que, voilà, vous voyez, vous prenez l'ascenseur avec un homme politique qui vous parraine et la trahison, c'est mieux de la faire au dernier étage parce que quand vous serez au plus haut, c'est à ce moment-là qu'il faudra sortir peut-être le glaive pour continuer votre chemin en oubliant celui qui vous a fait. Donc j'en profite pour lire les 12 règles d'or. Les 12 règles d'or de la logique politique autonome. Ne jamais considérer ni parler d'un adversaire. Se montrer puissant en toutes circonstances. Ça nous rappelle quelques personnes. Être en apparence bienveillant avec les électeurs. Ne sortir de sa coquille que pour marquer des points. Se garder d'accompagner les déclinants. Écarter immédiatement les jeunes ambitieux. Occuper tout l'espace pour soi. Savoir quitter son parrain au dernier étage de l'ascenseur, c'est ce que tu nous disais. Feindre de ne pas avoir entendu les questions gênantes. Prendre l'électeur essentiellement comme une voie à conquérir. Tout digérer, même ses convictions. Et enfin, rien n'est interdit si l'on ne se fait pas prendre. Alors, il y a 12 propositions pour revenir à un système de démocratie vertueuse qu'ont inventé les Grecs. Hein. Et parmi, donc tu en développes 6 qui concernent l'élu, pour qu'il soit à nouveau au service du citoyen et du bien commun. Et tu développes 6 autres propositions qui sont destinées à redonner plus de pouvoir aux citoyens et à travers lui au peuple. Alors j'en ai pris 2. Il y en avait deux que je trouve intéressantes à partager, puis tout à l'heure dans les questions on pourra développer les autres. Est-ce que tu pourrais par exemple développer ta proposition sur la formation des politiques? Puis, comme nous sommes tous les deux médiateurs, sur les apports des cercles de parole citoyens et de la médiation entre les élus de tous bords pour trouver des compromis, entre autres à l'Assemblée nationale. Alors en préalable, je vais recadrer un petit peu le livre pour que vous puissiez comprendre l'esprit, et ensuite je répondrai à tes 2 invitations. Alors, le livre part donc de cette idée d'un système bloqué. Au passage, Emmanuel Macron avait vu que le système était bloqué, et c'est dans cet espace assez étroit qu'il a réussi à prospérer et à devenir président de la République. Il avait dénoncé ce système sclérosé. Et donc, il est parti de cela. Ce système est d'autant plus sclérosé que, à partir du moment où donc Emmanuel Macron a été élu, qu'est-ce qui s'est passé? Il a, en même temps, essayé de rassembler, ce qui a eu pour effet, voulu ou pas, je ne sais pas, d'amoindrir les partis traditionnels dits sclérosés, en gros le PS et l'UMP ou LR, comme vous voulez, et de renforcer une forme de, pour ceux qui n'étaient pas d'accord, de volonté de cogner contre ce système unilatéral, et d'où l'évolution du vote le plus à droite vers le Rassemblement national et le plus à gauche vers la France insoumise. Donc vous voyez qu'il y a eu ce système-là. Ce système-là, c'est un système aussi beaucoup de rancœur. Et à partir de là, notre démocratie, évidemment, est fragilisée sous le regard toujours très attentif des puissances étrangères qui ne manquent pas, à ce moment-là, de dénoncer notre démocratie décadente. Et à partir de là, on est dans un système où, si celui qui est à la présidence de la République, Emmanuel Macron, ne satisfait plus, où est l'alternance pour les gens raisonnables qui ne souhaitent ni voter pour le Rassemblement national, ni voter pour la France insoumise? Alors, la question dans tout cela, c'est est-ce que ces événements servent la démocratie? Probablement pas. 2 dates sont à retenir. Il y a eu 2 moments où la démocratie a été d'une certaine manière atteinte. C'est 2005 avec ce fameux traité européen qui a été rejeté par les Français à 54%. Et je vous le dis, je n'en suis pas, mais je le reconnais, le suffrage universel s'était exprimé à 54%. Et en 2008, donc très peu de temps après,
Nicolas Sarkozy avait fait passer par la voie parlementaire une ratification du traité de Lisbonne qui reprenait mot à mot quasiment ce qui avait été rejeté par les Français. Ça a été quand même quelque chose qui a été mal vécu par un certain nombre de nos concitoyens en disant la démocratie a été bafouée. Je ne reviens pas, parce que c'est encore plus récent et donc encore plus frais à notre mémoire, aux événements de l'année dernière, 2024. Les gens du Rassemblement national n'ont pas compris ce barrage républicain contre eux, alors qu'eux-mêmes se considèrent comme républicains, sont d'ailleurs élus à l'Assemblée nationale, donc soit ils sont républicains, soit ils ne le sont pas, et ceux de la gauche qui ont voté pour mettre en tête le nouveau Front populaire, je vais arriver à la question, nouveau Front populaire, eh bien qui n'ont pas compris qu'arrivant en tête, on va dire la coalition de gauche, le président n'est pas choisi parmi eux, le Premier ministre. Tout cela nous a amené des évolutions successives dont j'ai pu constater à l'Assemblée nationale que les élus n'étaient pas particulièrement préparés à leur mandat. Force est de constater aujourd'hui que quand, par exemple, Marine Le Pen prend la parole à l'Assemblée nationale, ils sont tous en rang serré derrière elle. C'est probablement aussi parce que nous n'avons plus, par exemple, au Rassemblement national, mais dans les autres partis également, des personnalités qui ont soit une légitimité historique, soit une légitimité de fonction pour arriver à la députation ou au Sénat, mais ce qui est moins vrai pour le Sénat. En réalité, la mission de l'homme politique et du député, par exemple, est bien la seule mission en France où on ne se prépare pas. Quand vous voulez être chirurgien, vous faites des années d'études, vous faites 10 ans d'études. Quand vous voulez être enseignant, vous faites à minima, normalement, 4 ou 5 ans d'études. Quand vous voulez être dentiste, c'est la même chose. Pour beaucoup, quand vous voulez être chauffeur de TGV, vous êtes formé, je vais un petit peu dans d'autres métiers. Bref, quelle que soit la fonction, vous vous préparez. Et la mission de député serait-elle légitime avec cette non-formation totale, puisque je vous rappelle qu'au mois de mars 2017, Emmanuel Macron, qui avait créé l'événement, déjà dans les sondages, avait lancé un appel sur les radios pour appeler à candidature les Français qu'il souhaitait. Ma compagne, qui est très technique dans sa formation, m'avait dit « c'est quand même incroyable ça, des gens vont se présenter à l'élection alors qu'ils n'ont pas du tout été formés ». Et le résultat a été le suivant, j'en parle également dans l'ouvrage, c'est que moi j'ai été appelé à ce moment-là pour accompagner quelques parlementaires tout nouveaux, et ça a été évidemment assez difficile de les former à partir du moment où, ayant simplement rempli la case de candidature, ils ont été élus grâce à l'élan qui portait alors Emmanuel Macron, mais ils n'étaient pas du tout formés. Ça donne 2 exemples que je reprends dans l'ouvrage. Une députée pour laquelle j'avais fait un travail de synthèse d'un document budgétaire en 2 pages et qui m'a dit « mais Luc, c'est beaucoup trop long ». Alors j'ai été un petit peu interloqué parce que j'avais vraiment essayé de... Vous savez, avec tous les examens que j'ai déjà passés, je sais faire des fiches. Hein, donc j'avais fait vraiment une fiche vraiment ramassée. Et puis elle me dit, c'est beaucoup trop long. Alors je lui dis, mais je ne vais pas donner son prénom, mais je lui dis, il faut quand même approfondir un peu. Elle me répond du tac au tac, mais je ne cherche pas à approfondir, je cherche à créer l'événement. Oh là là. Alors là, je ne vous cache pas que ça m'a vraiment interpellé, au point que d'ailleurs, très rapidement, je suis venu très actif dans la médiation en me disant, bah là, je vois beaucoup plus de perspectives. Et le deuxième exemple, c'est un jeune, fougueux, sympathique, élu, lui, de province, vraiment plutôt du sud de la France, et lui, il voulait devenir ministre. Il m'avait d'ailleurs contacté quasiment... dans cette perspective, dans cette dynamique. On avait tout organisé, donc déjà il fallait savoir ce qui pourrait correspondre à sa vocation, à son parcours. Et là, finalement, c'était le ministère de l'Agriculture qui a été retenu. Donc, je me mobilise, je fais un texte, je prends des contacts avec des journalistes pour qu'ils fassent une tribune libre dans un grand quotidien, etc., etc. Au moment de passer à l'acte, panique à bord, il ne doit pas sentir les choses, parce qu'il n'a pas la formation, tout simplement, et la capacité à répondre aux éventuelles questions suivant toute cette démarche.
eh bien, il a, voilà, tel un cheval devant l'obstacle, il a refusé d'y aller. Évidemment, je vous passe, pour ceux qui connaissent, la réaction du journaliste qui avait réussi à batailler pour avoir la tribune libre dans le journal, etc. En termes d'image et de sérieux de la démarche, c'était assez catastrophique, et pour lui, et pour moi, et pour l'entremetteur dans le journal indiqué. Qu'est-ce que ça dit tout ça? Ça dit qu'il faut évidemment se préparer dans la vie à ce qu'on va faire, et notamment lorsqu'on est représentant du suffrage universel. Il faut que ce soit des personnes qui aient un minimum de culture générale, un minimum de culture historique, un minimum de capacité de management et un minimum de savoir-faire dans la gestion des ressources humaines. Et tout cela, oui, c'est vrai, on avait travaillé d'ailleurs un peu avec Gilles avant le Covid, puis le Covid a tué un peu le projet, mais pourrait être repris soit par d'autres, soit par nous, enfin, tout l'avenir est à écrire. Il y a besoin de créer dans ce pays un institut de formation de tous les candidats, qu'ils viennent de l'extrême droite, de l'extrême gauche, pour leur donner ce minimum de connaissances historiques, de connaissances législatives. Vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous allez en commission, même si c'est la commission des affaires, enfin non, c'est une des plus compliquées, j'allais dire, des affaires européennes, enfin où il n'y a pas trop de droit, il faut quand même un minimum, il faut connaître. Et pour être efficace, le mieux est d'être préparé. Et donc c'est vrai que c'est cette idée que on doit, en retour de la confiance du suffrage universel, donner le meilleur de soi-même, et pour cela aussi être structuré intellectuellement. Alors vous allez me dire, là, on est au pays des bisounours, parce qu'il ne faut pas rêver, mais je peux vous dire que j'ai vu franchement, beaucoup de gens qui deviennent députés sont des gens qui ne sont pas plus mal que nous, mais vraiment pas, parce qu'on dit souvent les hommes politiques sont pourris et les citoyens sont formidables. Non, non, ils sont comme nous. Mais de les aider à cheminer dans les premiers instants de leur mandat, cela me paraît assez essentiel. Voilà pour le premier sujet. Le second sujet, et j'y pensais ce matin en prenant les transports en commun, je pensais, parce que je me suis dit, il va forcément y avoir des questions sur Trump, et donc j'ai réfléchi pourquoi moi je ne suis pas, je vous l'annonce, trumpiste. Parce que je crois qu'avec tout le respect qu'on a pour les personnes en règle générale, il fait une erreur majeure, c'est que le rapport de force n'apporte rien de bon à long terme. Rien ne se construit sur le rapport de force à long terme. Et que c'est, bien sûr, je suis médiateur, c'est mon activité professionnelle, j'ai la chance de partager cette passion avec Gilles, mais je vois combien on arrive à faire avancer les choses en prenant des gens extrêmement opposés, des gens qui sont dans des positions, des postures, on appelle ça des postures, bras croisés, jambes croisées, regard bas, voire flou, etc. Et quand on arrive à mettre sur la table les choses que l'on a en commun, c'est la première chose, on arrive déjà à mettre un pont entre les personnes. Et c'est sur ce pont-là que l'on peut construire un avenir gagnant-gagnant pour tous. Et en réalité, la vision du rapport de force, c'est perdant-perdant pour tous. On le verra, moi je vous l'annonce déjà, au bout de 4 ans, on le verra pour l'Amérique. Non seulement, probablement, Trump ne va pas renforcer l'Amérique, mais va accélérer ce déclassement que l'on connaît depuis le livre d'Alain Perfit, quand la Chine s'éveillera. On sait qu'un jour la Chine sera devant, mais c'est simplement, Trump va accélérer le sens de l'histoire en étant dans une posture de conflit. Et quand vous créez des ennemis, vous ne pouvez pas rassembler la majorité. Et pour gagner, il faut rassembler la majorité. En tout cas, c'est ma conviction en démocratie. Et alors, qu'est-ce qu'on avait fait quand l'initiative, moi j'appelle ça la dissolution d'humeur d'Emmanuel Macron, de 2024 nous a renvoyé une chambre encore plus ingouvernable, eh bien, je parle avec le terme de la 4e République, la Chambre, eh bien, nous avions proposé, avec un certain nombre de médiateurs chevronnés, de mettre à disposition de l'Assemblée nationale une expertise, la seule d'ailleurs des médiateurs, qui est celle du processus de médiation, pour permettre à des gens de tout horizon de se retrouver pour essayer de dire qu'est-ce qu'on fait pour le pays, parce que c'est bien beau tout ça, mais il va falloir voter un budget, on ne l'avait pas encore à l'époque, et il va falloir essayer d'avancer au mieux qu'à un KA jusqu'à au plus tard 2027. Eh bien, sur cette démarche, alors moi franchement j'ai participé à la démarche parce que j'aime beaucoup les gens qui ont initié cette démarche, mais je savais le résultat, il n'y a eu aucun retour. C'est-à-dire aucun parlementaire, même pas du centre, de la droite modérée ou de la gauche modérée, même personne n'a fait de retour.
Ça ne m'a pas étonné puisque quelques années auparavant, dans le cadre de mon mémoire de DU de médiation, j'avais fait déjà un travail sur médiation et politique. Vous avez bien compris que c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'avais sur les 577 députés, 30 réponses plutôt sympathiques, 10 s'étaient intéressés. C'est d'ailleurs sur ce petit panel que j'avais essayé de construire une rhétorique et une pensée sur la politique et la médiation. Donc vous voyez, je voyais bien déjà qu'il y avait en réalité, il y a peu d'appétence, mais on revient à mes propos initiaux, qui est qu'ils sont tellement absorbés par la logique politique autonome de sauver sa peau, d'essayer de monter, d'écarter, de monter, etc., que quelqu'un qui vient vers eux en leur tendant la main en disant « on peut peut-être essayer de mettre en place un dialogue », eh bien, en quel temps, avec quelle énergie et pourquoi faire dans cette logique politique autonome? Alors, merci pour votre intervention. Vous venez de parler de Trump. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur ce que J.D. Vance est venu dire à Munich, qui a fait beaucoup de bruit? Justement, il a parlé du déclin des démocraties européennes. Et puis l'autre question que j'aurais aussi, c'est qu'est-ce que vous pensez de la disparition de C8 sur le plan démocratique aussi? D'accord. D'accord. On ne peut pas s'empêcher de faire l'actualité. Alors, déjà, vos petites formules faciles que j'ai trouvées dans le métro, Trump se trompe. Voilà, Trump se trompe. Ça résume ce que j'ai dit auparavant. Alors, j'ai l'impression que je ne suis pas un spécialiste, j'ai mon ami Caspi qui est bien plus prometteur en la matière. Je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, mais de ce que j'observe, comme vous, comme on a pu observer tous, J.D. Vance m'a l'air presque pire que Trump, parce que d'abord Trump a son âge et vous savez que l'âge c'est aussi de l'expérience et de la sagesse, et il me semble un petit peu moins foufou que ce J.D. Vance. Sur la démocratie, ça c'est la forme, sur la démocratie, vous voyez comme c'est intéressant, parce que vous savez, le mal se cache toujours dans les détails. Et en l'occurrence, de critiquer quelque chose qui ne fonctionne pas dans la démocratie, encore une fois, c'est juste. C'est-à-dire qu'on est au niveau du diagnostic, les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est la logique politique autonome qui fait ça. Mais de là à en tirer les enseignements qu'a tiré J.D. Vance, non. En gros, il nous explique qu'en Europe, on n'est pas réellement en démocratie parce qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on veut. C'est un peu ça l'idée. Hein. En gros, on est des démocraties vacillantes parce qu'on laisse l'immigration nous emporter, on ne peut pas dire ce qu'on veut, et il y a d'autres arguments qui m'échappent à l'instant. Ce n'est pas exact. Je ne connais pas de pays au monde, comme la France, où aujourd'hui on puisse dire ce qu'on veut. Bien sûr qu'on peut dire ce qu'on veut. On peut dire qu'Emmanuel Macron est un imbécile, un incompétent, un opportuniste. On peut le dire et on ne va pas aller en prison. Faites la même chose, ou que c'est un va-t-en-guerre, ou que, etc. Faites la même chose en Russie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'il vous arrivera la même chose et que vous continuerez à prendre chaudement votre café, votre croissant et votre pain au chocolat éventuel. Donc vous voyez, il y a de la part de ces personnes-là, ils sont pas dans une bonne énergie. Ils sont dans une énergie de rapport de force. Et le rapport de force, c'est monter soi-même et écraser l'autre. Aujourd'hui, la stratégie américaine est claire, c'est tout pour moi, pour rester poli, et écraser les autres. L'Europe dérange en réalité. On l'a déjà dit aisément sur les plateaux télévisés. Il y a plus de 500 millions d'habitants en Europe, si on met avec nous nos amis britanniques. Donc, c'est la première puissance commerciale au niveau des échanges, c'est la première puissance du monde. Donc on est puissant, mais alors on est puissant et faible parce qu'on est très puissant économiquement, et puis la créativité, etc. Regardez à la Silicon Valley, le nombre de jeunes Européens qui sont présents là-bas, c'est bien qu'il y a de la richesse humaine, intellectuelle en Europe. Mais c'est vrai qu'on n'a rien préparé, et d'ailleurs on a l'Union européenne, c'est une union économique. On n'a pas d'union de la défense parce qu'un certain nombre d'Européens ont cru qu'en se mettant sous le parapluie de l'OTAN, ça nous assurerait à vie la protection. On voit bien que ce n'est pas le cas. Pourquoi moi je prône, et je l'ai dit encore hier très clairement sur les plateaux, il faut absolument qu'on se réveille et puis qu'on construise notre propre autonomie, car dans ce monde des rapports des forces, les choses doivent être assez claires. Il faut dialoguer et il faut échanger. Et la médiation est le meilleur des outils, en l'occurrence. Mais
Le seul moment où la médiation ne peut pas agir, c'est quand les gens refusent de dialoguer. Autrement dit, en médiation, tout au début, on demande aux gens s'ils sont d'accord pour s'engager dans un processus de dialogue. Si vous vous retrouvez face à une personne violente ou une personne qui ne veut pas ouvrir le dialogue, vous ne pourrez rien faire. C'est le seul moment où la force légitime de l'État reprend toute sa saveur. La France, aujourd'hui, face à des gens qui ne veulent pas dialoguer, mais nous écraser, comme J.D. Vance, Trump ou Poutine, eh bien, il faut qu'on organise nous-mêmes notre défense. Vous mettez un cadenas chez vous quand vous savez que des voleurs rôdent autour. Voilà. Sur le deuxième sujet, C8, je suis très à l'aise là-dessus. Moi, je vais sur toutes les télévisions. Et je vais sur toutes les télévisions au nom justement de la liberté d'expression. Et ça fait le lien avec le propos d'avant. En France, nous avons la liberté de dire ce qu'on veut. Et donc, Luc Gras peut aller sur France Info, peut aller sur LCI, peut aller sur Sud Radio, peut aller sur Le Figaro, peut faire un papier pour Le Monde. Voilà. Et en allant sur CNews, parce que j'ai été une fois, au moment des Gilets jaunes, j'avais été invité par Hanouna, mais bon, ça a dû être un peu trop perché parce que j'ai jamais été à nouveau invité. Mais concrètement, je suis pour la liberté d'expression. Donc, en tant que démocrate, citoyen, que l'on soit de droite, que l'on soit de gauche, on ne regarde pas la fermeture d'une télévision, quel que soit ce qu'elle dit dès lors qu'elle est dans le cadre républicain. Hein, elle peut être condamnée devant les tribunaux pour certains excès, mais elle est toujours dans le cadre républicain. Et donc, fermer C8 n'a pas grandi notre démocratie. Alain Lemasson, merci beaucoup pour nous inviter à toutes ces réflexions dans des sujets qu'on n'a pas l'habitude de parcourir. J'ai l'impression que la médiation, c'est, que je respecte, que je découvre à travers vous deux, c'est l'art de créer des compromis. Et sur ce plan, la culture française ne semble pas très douée. Il se trouve que j'ai vécu un peu en Allemagne et je continue à suivre un peu les débats de l'autre côté du Rhin. Et je constate, ne fût-ce qu'à l'observation des débats à l'Assemblée, enfin au Bundestag, et derrière les apparences, il y a une culture de compromis qui est beaucoup plus développée. D'où une question, c'est facile de critiquer et d'observer, enfin c'est facile. C'est une chose d'observer et de faire un état des lieux, c'en est une autre que de se dire comment pourra-t-on la modifier les choses. Je crois en un élément principal qui est l'enseignement. Comment pourrait-on, dans la durée, on ne va pas faire ça en 6 mois, mais instiller dans l'esprit des Français, à travers l'école notamment, puisque ça commence là, une capacité au compromis, puisque c'est, je crois, l'essentiel du fonctionnement harmonieux d'une démocratie. J'avais une autre question, mais très brève, vous l'avez déjà abordée. Avez-vous pensé à une traduction anglaise, américaine, disons, de votre livre? Vous auriez un succès extraordinaire. Alors, la dernière question m'apparaît très opportune. J'en resterai là pour l'instant, mais sur la première question, c'est intéressant, la tradition française effectivement au conflit, hein, on voit hein, les grands hommes de l'histoire de France sont tous des combattants. Hein, Clovis, Charlemagne, Napoléon, même le général de Gaulle à sa manière. Donc c'est vrai qu'on est avec des postures plutôt guerrières et plutôt conflictuelles. Ceci étant, c'est une grande chose que la médiation, parce qu'elle va chercher dans l'âme des personnes. Alors c'est vrai que, vous savez, moi il m'est arrivé d'avoir des médiations avec des grands patrons. Alors il n'y a pas pire qu'un grand patron au niveau égo et capacité à dire ça sera comme ça, ce ne sera pas autrement. Je parle sous le contrôle de Gilles qui les connaît encore mieux que moi. Ils ont un égo quand même assez surdimensionné, ce qui a peut-être aussi favorisé leur essor. Hein. Et leur capacité justement à se confronter, à se battre. Donc c'est vraiment des exemples même de gens qui sont dans l'univers de la force. Eh bien, quand on arrive à les... Parce que ce sont aussi des gens souvent très intelligents, et quand on arrive à leur faire passer le message que c'est aussi leur intérêt que de poser un peu les valises, poser un peu les mitraillettes, et d'essayer d'aller chercher un accord, parce que, en gros, quand ils vont retourner devant le juge, ça va durer des années. Il y aura l'aléatoire de la décision du juge. Et ça va, en plus, métastaser tout l'environnement économique autour du dossier du conflit. Parce que, par exemple, quand vous êtes un prestataire de service, que vous avez un client, si vous commencez à vous engueuler avec le client qui est connu et qui est une part importante de votre chiffre d'affaires, etc., eh bien, vous allez avoir quelle relation après être passé devant monsieur ou madame le juge. Donc, l'intérêt bien compris et l'humanité, il y en a toujours,
l'humanité de ces grands patrons, eh bien, fait qu'on peut aller chercher ça. Sur plus généralement, plus globalement, de manière plus macro, sur la culture française, les institutions sont aussi là pour dégager une majorité, normalement, absolue, et donc faire qu'il y a un gagnant, il y a un perdant. Ça ne favorise pas. En Allemagne, puisque vous avez pris l'exemple de l'Allemagne, vous avez ce qu'on appelle la défiance constructive. Excellent, la défiance constructive. En France, vous censurez le gouvernement et après, il n'y a plus de majorité. Je ne vous rappelle pas 2024. En Allemagne, vous ne pouvez pas faire cela. Parce que si vous faites chuter un gouvernement, eh bien, il y a ce qu'on appelle la défiance constructive, c'est-à-dire vous ne pouvez faire chuter l'un que si vous proposez une nouvelle majorité qui va pouvoir remplacer la précédente. Ce qu'on appelle la défiance constructive. Deuxième exemple en Allemagne, puisque vous avez pris l'exemple de l'Allemagne, au niveau des scrutins, j'en parle aussi dans le livre, on peut instiller dans un scrutin à la fois une logique majoritaire pour dégager une majorité et en même temps permettre aux minorités d'être mieux représentées. Voilà des éléments qui sont des éléments de dialogue. C'est-à-dire que dans les municipalités allemandes, vous avez toujours systématiquement une assez forte représentation de l'opposition qui invite au dialogue, puisqu'ils sont là, ils viennent au conseil municipal allemand et ils dialoguent. Donc moi, je me dis que la tradition est là, on la respecte, mais mon expérience de médiateur fait qu'il y a très peu de gens de bonne volonté, c'est ça la question, est-ce qu'on est de bonne volonté, qui ne peuvent pas à un moment descendre de leur aventin pour, autour de la table, essayer d'avancer. Et le résultat est là. Dans les médiations que j'ai eu la chance de mener, il y a 90% d'accords qui sont trouvés. Bonjour, Michel Ferrand. Je suis avocat, donc souvent les lecteurs consternés de la production du Parlement où vous avez tant œuvré pour nos parlementaires. J'aime bien pousser les raisonnements aux extrêmes parce que c'est là que l'on voit qu'est-ce qui est chimiquement pur finalement. Est-ce qu'un moyen de dépasser ce que vous décrivez comme étant la logique politique autonome ne serait pas de revenir à ce que les Grecs ont inventé, c'est-à-dire le tirage au sort, hein. On vous tire au sort et vous avez un mandat, vous ne pouvez pas vous représenter et vous ne pouvez pas refuser d'ailleurs. Voilà, c'est un peu comme la cour d'assises. Et puis faites votre possible. Alors on serait évidemment confronté à un autre point que vous avez évoqué, c'est l'impréparation. Mais l'impréparation, elle résulte beaucoup, à mon sens, de l'état de l'éducation nationale aujourd'hui. C'est-à-dire, de mon point de vue, il y a un film que j'aime beaucoup, qui a été sorti dans les années 80, c'est le film Brasil. On voit un dirigeant qui traverse un couloir, et son seul travail de dirigeant, c'est de dire oui ou non. C'est pas de préparer, c'est de dire oui ou non. Et finalement, un parlementaire, bien sûr, il rédige des textes, mais il doit pouvoir dire oui ou non à la peine de mort, l'euthanasie, je sais pas quoi, etc. Et donc, sa vraie fonction, c'est ça, c'est pas d'être un technicien de la rédaction. Pour la partie technique de la rédaction, il faudrait, et quand même, nos assemblées ont des budgets conséquents, hein, la démocratie a un coût, il faudrait qu'il y ait, au-delà des assistants parlementaires qui sont finalement des éléments du politique, il faudrait qu'il y ait à l'Assemblée nationale ou que le parlementaire puisse requérir des services exécutifs de l'État une assistance obligatoire pour préparer un texte. Autrement dit, si j'étais parlementaire, je devrais pouvoir ordonner à Bercy de me décrire exactement quel est l'état d'une situation budgétaire, administrative, etc., pour que je puisse décider, moi, en tant que représentant de la nation, si c'est bon ou mauvais de revenir dessus ou d'aller au-delà. Et c'est là que les États-Unis sont extrêmement bien outillés, je trouve. Le Congrès des États-Unis dispose d'un appareil administratif extrêmement puissant qui permet la préparation des textes et qui se met au service des parlementaires pour cela. Et je trouve que c'est tout à fait admirable dans la démocratie américaine. Donc, est-ce que on ne peut pas envisager, avec ce qu'on dépense là-dedans quand même, de permettre à nos parlementaires de devenir des gens informés? Alors l'éducation nationale, ça va être 2 générations à réformer si quelqu'un entame la réforme pour arriver à quelque chose. Donc ça sera trop long comme horizon. Mais au stade du Parlement,
de mettre au service partie de l'appareil d'État pour permettre la préparation du parlementaire à sortir des textes un peu différents de ce que j'ai l'habitude de dire et qui me consternent absolument. Bon, pas mal de choses dans cette réflexion. Alors d'abord le tirage au sort. Alors ça me permet, je vous en remercie, de revenir à l'ouvrage. Au tout début, justement, je pars, parce que la démocratie, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est la démocratie athénienne, c'est le service du bien commun. Et parmi, enfin, pour ceux qui me font le plaisir de lire le livre, vous verrez, j'ai ramassé, parce qu'en fait, j'avais écrit beaucoup plus longuement sur la Grèce, parce que c'est passionnant. En réalité, tout est dans la pensée grecque pour notre démocratie. Et il y a, dans cette pensée, évidemment, le tirage au sort. Et donc, pourquoi pas, ça peut être effectivement, en tout cas, d'un point de vue démocratique, il y a une logique qui peut être acceptée dans le tirage au sort, puisqu'il n'y a pas d'intervention d'intérêt particulier et qu'on se situe dans un espace inédit et qui peut très bien prendre sa place, et vous l'avez dit, avec les cours d'assises, c'est déjà le cas. Alors, l'éducation nationale, je n'ai pas complètement abordé la question précédemment, mais c'est vrai que si on pouvait développer, présenter aux collégiens, etc., la médiation un peu plus, ça commence à se faire dans certains collèges, mais il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Hein, à l'éducation nationale, éduquer les futurs jeunes citoyens aux techniques de dialogue, de processus, de résolution des différends. Il y a déjà dans l'éducation nationale quelques initiatives à ce niveau-là, mais ça devrait être développé. Ensuite, alors après c'est intéressant l'idée là pour aider les parlementaires qu'ils aient, on va dire, une équipe un peu plus costaud à leur côté. Quel est l'état actuel? Aujourd'hui, un parlementaire a une enveloppe. On a 3 enveloppes, une pour lui, c'est son indemnité parlementaire, une de frais de transport, etc., et une pour ses collaborateurs. Certains disent qu'elle est trop étroite parce que ce n'est pas suffisant pour avoir effectivement un staff vraiment élaboré. En gros, ils ont en général un collaborateur à Paris et un collaborateur dans la circonscription. Collaborateur à Paris suivant plutôt le travail parlementaire, et donc d'où l'intervention tout à fait opportune de dire que c'est un peu léger, parce que c'est en plus, pour ne pas les payer, ils prennent souvent des petits jeunes, et donc des gars qui sont en prépa Sciences Po, tout ça, et là, vous savez, le droit du travail à l'Assemblée nationale, ça c'est quelque chose qui est un vrai sujet. Et puis, de l'autre côté, en circonscription, plutôt quelqu'un qui connaît, qui a du réseau, et qui va pouvoir aller porter la bonne parole. Alors, quand on commence à rentrer dans le sérieux des choses, c'est-à-dire, par exemple, le dépôt d'un amendement ou rapport, etc., il y a à l'Assemblée nationale des commissions. Et dans le cadre des commissions, systématiquement, quelqu'un qui prend une initiative peut faire appel à un administrateur. Donc là, on est à un niveau déjà de formation qui est assez bon, puisque c'est concours des administrateurs de l'Assemblée nationale, qui est niveau ENA. Franchement, ils sont très compétents, pour avoir fait longtemps l'expérience, sont des gens vraiment très coopératifs, qui ne cherchent pas à passer leurs idées, qui cherchent vraiment à aider le parlementaire dans l'administration. Il y a cela. Ensuite, effectivement, faire appel, par exemple, à un ministère, à des gens encore plus chevronnés dans le cadre d'un ministère. Alors, nous sommes quand même dans un État extrêmement jacobin de séparation des pouvoirs et surtout presque de logique politique autonome aussi. C'est-à-dire quand vous avez le ministère, on l'a vu d'ailleurs avec certains parlementaires qui ont fait des démarches auprès de Bercy, etc., c'est assez compliqué d'avoir on n'arrive pas toujours à voir la matière. Et quand on travaille sur un projet de loi ou une proposition de loi ou quelque chose comme ça, il y a des auditions où là on peut faire venir les gens compétents. Mais alors ça, l'expérience m'a montré qu'en une après-midi, sur un sujet extrêmement technique, vous avez 2 heures qui sont consacrées à l'audition des 20 spécialistes en France sur le sujet, voire étrangers. Donc vous imaginez, c'est toujours à la précipité, à la va-vite, etc., etc. Donc c'est une vraie réflexion, donner des moyens plus importants probablement, et en même temps, on est confronté à des points de blocage que sont ceux que j'ai exposés, ce côté jacobin, ce côté garder l'information. En politique, garder l'information est absolument essentiel, parce que l'information, c'est le pouvoir. Et donc, développer un système à l'américaine, effectivement, comme la Chambre des représentants, où ils ont vraiment des staffs élaborés, probablement que ça irait dans le bon sens, mais c'est un vrai... c'est un travail... à mener avec beaucoup de conviction et aujourd'hui peu de résultats pour ceux qui ont essayé de l'entreprendre. Enfin, c'est bon. Bonjour, Franck Lelièvre, professeur à la retraite
Ma question... Professeur de quoi? De philosophie. Ah, très intéressant. Merci. Ma question porte sur le cumul des mandats et ma question aussi de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Auparavant, il y avait toujours effectivement quand même une phase pendant laquelle le futur homme politique était connu de ses concitoyens. Et il me semble qu'il y a un lieu en France où quand même la démocratie marche à peu près, ce sont les conseils municipaux. Parce que dans un conseil municipal, on ne peut pas faire, à mon avis, de mon expérience, on ne peut pas faire ce que vous décrivez dans une assemblée. Et donc, j'ai l'impression que l'interdiction du cumul des mandats est une fausse bonne idée, qu'elle renforce encore plus l'apparition de personnages que personne ne connaît, qui viennent et qui disparaissent. Et donc, est-ce que ça ne serait pas quand même, dans la cursus honorum, quoi, un moyen assez efficace de sélectionner et surtout de faire apprendre quelque chose qui ressemble quand même, il me semble, dans un conseil municipal ou dans une assemblée départementale, à ce que vous appelez la médiation. Voilà, c'est ma question. Très bien. Merci, cher ancien collègue, puisque je le fus également. Concrètement, là, vous êtes vraiment dans le bouquin, vous êtes en plein dedans, et j'ai toute une réflexion là-dessus. Alors, je ne partage absolument pas votre point de vue. Je suis contre le cumul des mandats, même si j'entends très bien votre argument. Concrètement, j'ai été aussi élu municipal et j'ai observé ceux qui étaient députés et maires. Et en réalité, pour bien faire les choses, il faut les faire pleinement à 100%. Ça, c'est mon premier point. C'est-à-dire, quand vous êtes maire, c'est une vraie charge et il faut être à 100% maire. Quand vous êtes député, c'est aussi une vraie charge. Si vous êtes bien formé, si vous avez besoin de travailler au fond les dossiers sans faire appel forcément à Bercy ou à un autre ministère, pour rentrer dans les sujets, il faut du temps. Par contre, je suis sensible à l'idée que certains sont arrivés à l'Assemblée sans aucune expérience, sans aucun cheminement avant. Pourquoi pas imaginer deux choses? Premièrement, quand vous devenez député, vous pouvez très bien, c'est ce que fait le maire d'ailleurs dans ma vie, de rester conseiller municipal. Et croyez-moi, le député maire qui est devenu député et qui n'est plus aujourd'hui conseiller, et qui est conseiller municipal, soyons pas négatifs, dans la commune, il continue à faire les marchés, il continue à rencontrer les gens et pour avoir un œil sur la mairie, il continue à vraiment regarder les dossiers de très près. Par contre, c'est vrai que moi, je milite plus pour non-cumul et restriction dans le temps des mandats. C'est-à-dire un peu à l'américaine, 2 mandats. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien imaginer, le parcours honorum, ce serait de rentrer, d'être conseiller municipal, d'apprendre un petit peu le métier. Vous avez fait vos preuves, vous devenez maire, très bien. Au bout de 2 mandats, croyez-moi, quand vous avez des idées en 2 mandats, vous avez le temps de les mettre en place. Et puis de le confier, pourquoi pas, à un successeur. À ce moment-là, de me passer au niveau national, de devenir député. Comme vous avez le droit à chaque fois qu'à 2 mandats, eh bien vous changez. Et comme ça, vous rendez dans chaque mission le meilleur de vous-même, dans la fonction, au service de la nation. Et là, on n'a plus de problème d'expérience puisque vous avez fait un cheminement. On n'a plus de problème d'intérêt à scléroser la situation pendant 40, 50 ans, comme on l'a vu à l'époque de Giscard, Chirac, Mitterrand, etc., où il restait 40, 50 ans en place. Parce qu'il y a un moment, la sève est un petit peu amoindrie et vous avez un peu moins de créativité quand vous êtes dans un unique mandat. Donc c'est pourquoi, il me semble que, comme notre cher Premier ministre François Bayrou arrive à Pau et explique qu'il est tout de suite pour le cumul des mandats, il a pris un jet, il n'a pas eu le temps de s'occuper de Mayotte, etc. Je trouve quel bel exemple que le cumul des mandats est une solution erronée. Merci. Je suis une Chinoise, donc par définition novice dans la démocratie. Et je ne connais pas très bien, mais ma question c'est plutôt concernant sur la nouvelle technologie. Donc j'ai constaté que maintenant, surtout les jeunes générations, a relativement se méfier un peu les politiques. Et les médias classiques, par exemple moi-même, je regarde pratiquement plus jamais la télé. Donc comment vous pensez pour à la fois réformer de l'intérieur dans l'institution, de l'autre côté, il y a tous ces leaders d'opinion, l'extérieur, qui défiaient quand même beaucoup ceux qui sont déjà en place. Que pensez-vous? Est-ce que c'est une chance ou c'est plutôt une menace ou comment vous voyez ça? Les gens qui ne sont pas dans les institutions, qui ont quand même représenté certaines opinions bien différentes du, je dirais, mainstream. D'accord.
au préalable, dans le livre, il y a un paragraphe sur le regard extérieur sur la démocratie. J'ai pris l'exemple chinois que je connais un peu, et il est tout à fait intéressant parce que les Chinois considèrent, enfin les Chinois, la République populaire de Chine considère qu'eux-mêmes sont les tenants d'une démocratie, mais qui est d'une autre nature. Et si vous regardez ce chapitre-là, vous verrez que c'est assez amusant parce qu'ils sont dans une cohérence. Pour eux, on est une démocratie décadente, complètement artificielle. Eux, leur démocratie, c'est la démocratie des résultats. Ils voient que le pouvoir d'achat augmente. Enfin, vous connaissez le sujet certainement mieux que moi. Mais pour eux, leur démocratie est beaucoup plus opérationnelle que la nôtre, parce que la démocratie, ce n'est pas le bulletin de vote, c'est le résultat. Je fais court. Voilà. Alors, pour le reste, on ne peut rien faire contre le développement de l'information. C'est pourquoi je suis pour. Tout ce qui est nouveau, je suis pour, parce qu'on n'arrêtera pas le progrès. On n'arrêtera pas le développement des réseaux sociaux, on n'arrêtera pas le développement de l'IA, etc. Et donc il faut faire avec. Tout est dans l'état d'esprit. Le mot esprit est tout à fait essentiel. Si nous sommes dans un état d'esprit de faire converger, comme disait un peu le grand penseur que fut Teilhard de Chardin, pour faire converger les choses, à ce moment-là, ça apporte de la substance à l'humanité. Si c'est pour détruire, pour conflictualiser, et pour mésestimer mon voisin, alors là, on chute. Donc je suis plutôt pour tout cela, et c'est pourquoi donc, je vais sur CNews, que je vais sur France Info, c'est pour ça que l'IA elle sera ce qu'on en fera. Mais comment faire? On ne peut pas interdire. Tout ce qui est interdiction, finalement, vous savez, c'est comme si vous avez une fuite d'eau, vous mettez vos doigts, l'eau passera. Donc de toute manière, il faut avancer avec notre temps, mais il faut justement essayer de mettre des digues, de mettre des règles. Le droit est là pour cela, pour qu'on puisse avancer. Ce qui compte, c'est de rester ensemble en vue du bonheur commun. C'est la pensée grecque. Oui, mais quand même, ce que dit Madame m'inspire une question. Si on pousse le train un peu loin, cette logique politique autonome, elle concerne très peu de gens, en masse, hein. Combien de personnes? Quelques centaines, on va dire. Et en face, il y a tout le reste. Et dans le reste, il y a beaucoup d'influenceurs, comme on dit aujourd'hui, et autres. Est-ce que ça ne risque pas d'accroître la fracture encore, hein, que justement l'information externe aux éléments de langage de la logique politique autonome ne peut pas créer finalement des tensions qui feront qu'à la fin, ça peut exploser? C'est intéressant cette question-là, c'est-à-dire que le politique, donc Gilles a bien rapporté les 12 règles de la logique politique autonome. Comment va réagir le politique? Complètement, par exemple, prenons Hanouna. Hanouna, il fait du bruit, tout ça, il y a 3 millions de gens qui le regardent, etc. Tant que Hanouna fait du bruit, etc., ça ne dérange pas le microcosme, ça ne dérange pas le milieu politique, il est dans sa logique politique autonome. Là où la logique politique autonome va s'intéresser, je parle de l'électeur, mais à Hanouna, va s'intéresser à ce qui va se passer à l'extérieur, c'est lorsque cela, et donc c'est tout le sens de votre question, Anne, va commencer à menacer la petite cuisine qui se fait, là, la petite tambouille, comme aurait dit Gérard de Gaulle, la petite tambouille. Là, si ça commence à déstabiliser un petit peu les choses, qu'est-ce qui va se passer? Le système politique va essayer de digérer, va essayer de l'absorber, va essayer de l'annihiler. Et à ce moment-là, alors si cet événement-là va jusqu'à déstabiliser complètement le système, ça s'appelle une révolution. Voilà. On n'est pas à l'abri. En fait, je ne faisais pas référence à Hanouna qui est dans la logique politique autonome. Je fais référence à tous les Français qui sont dans la campagne, qui sont ailleurs, qui réseautent, hein, qui échangent et qui éventuellement aujourd'hui ne sont pas très bien en point et qui ne comprennent pas qu'on les exclut finalement. D'où la logique de vos 6 dernières propositions, entre parenthèses. C'est d'ailleurs pour ça qu'un certain nombre votent aux extrêmes. Il y a une rancœur, il y a une volonté. Mais dites-moi, Anne, ça fait combien d'années qu'on dit que les Français en ont marre? Que moi, j'ai des amis depuis 20 ans. Depuis 20 ans, ils me disent, Luc, ça va exploser. Le système va exploser. Mais le système est toujours là. Le système est toujours là. Non, parce qu'on croit toujours que demain, c'est la révolution. Mais croyez-moi, le système, il est là. Après, quel est le moyen d'expression? Alors, je le reprends aussi dans le bouquin. D'abord, il y a eu tout un phénomène d'abstention. Il ne faut pas l'oublier, hein, en France et aux États-Unis. Hein. Vous savez que Trump est loin d'être majoritaire aux États-Unis. Si vous additionnez ceux qui ne vont pas voter, 40 à 30%, il y a eu une bonne mobilisation cette fois-ci, mais en gros, c'est 40-30%. Plus le vote démocrate, Trump, il représente un tiers, à peu près, des Américains. Et donc, vous avez... Pardon? Non, pardon. Donc voilà,
le système est solide, et le jour où il est mis en danger, il a vraiment beaucoup d'énergie pour essayer de s'adapter et d'annihiler ce qui va venir de l'extérieur. Alors, le mal-être se passe par l'abstention. Ensuite il y a beaucoup de gens qui votent Rassemblement National ou LFI, enfin, surtout Rassemblement National, parce qu'ils en ont marre. Ils sortent de chez eux, ils voient un Africain, ça y est. Ça va. Moi, je vais en vacances à la montagne, à Morzine, je fais de la publicité au passage. Et ils votent tous Rassemblement National là-bas. Ils voient jamais d'immigrés. Ils voient jamais d'immigrés. Mais ils votent tous Rassemblement National parce qu'ils regardent tous, c'est vrai, CNews, etc. Ils se montent un petit peu le bourrichon par rapport à cela. Et quelque part, il y a une envie de mettre un coup de pied dans la fourmilière en disant « je vote Rassemblement National », pas du tout en référence historique à ce qu'est ce mouvement, pas du tout. C'est « j'ai envie de leur dire le mot de Cambronne ». Voyez, mais si ce n'est pas une structure... Alors, c'est un peu dramatique d'ailleurs, parce que cette rancœur, imaginez demain que Marine Le Pen, je fais un peu de prospective, et je prends date, Marine Le Pen arrive président de la République. Je ne fais pas de commentaires. Je ne suis pas certain que, eu égard à son expérience d'élu, elle n'a jamais été dans aucun exécutif. Jordan Bardella, pareil. Arrive aux affaires. En France, aujourd'hui, quand vous n'avez pas d'expérience, on l'a vu avec les députés Renaissance, par exemple, et aujourd'hui les députés Rassemblement National, quand vous arrivez à la tête d'un exécutif, vous n'avez pas d'expérience, comme l'a très bien dit monsieur, qui en avait, lui, eh bien, vous avez de grandes chances de faire une ou deux initiatives qui vont mettre une partie de la France dans la rue, après retourner en arrière, remonter sur votre Aventin, et qui dirigera la France alors? Probablement l'administration, parce qu'il y a un pouvoir important dans notre pays, c'est l'administration. Quand vous pensez que les directeurs centraux, par exemple au ministère de la Santé, sont là depuis des années et qu'ils ont vu passer 5-6 ministres, qui a le pouvoir dans les ministères aujourd'hui? Si ce n'est celui qui est là depuis longtemps. L'expérience et la connaissance de tous les rouages, par où il faut passer, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est déjà produit lorsqu'on a pris cette initiative-là au ministère, etc. Cette connaissance-là, encyclopédique des directeurs d'administration centrale, elle est essentielle. Vous voyez combien pèse un élu qui n'a aucune expérience de terrain, aucune expérience d'un exécutif face à cela. Donc voilà. Je vous trouve très optimiste sur ce futur gilet jaune potentiellement bien plus dangereux que les premiers. Mais à part ça, pour revenir sur quelque chose de plus neutre et plus institutionnel, justement, les gilets jaunes réclamaient à corps et à cri un RIC ou un RIP, un référendum d'initiative populaire ou citoyenne selon les cas. Vous promouvez évidemment dans votre livre la facilitation de l'accès à ce RIP, parce qu'aujourd'hui, tel qu'il est décrit, c'est visiblement impossible à mettre en œuvre. Mais indépendamment de ça, si tant est qu'on y avait accès et que les citoyens puissent proposer, comment imaginez-vous, ça je relais une question posée par une personne qui est absente, quelles seraient les conditions pour que le RIC devienne un outil efficace de démocratie directe entre le peuple, l'exécutif et le législatif? Voilà, parce que là... Alors il y a eu une initiative déjà qui a été prise, hein, je le rappelle, c'est le RIP, non pas le RIC, mais le RIP, qui a été porté par Nicolas Sarkozy. Mais les conditions mises pour pouvoir arriver à un référendum d'initiative populaire sont telles, très très exigeante. Hein. Il faut qu'il y ait une majorité renforcée au Parlement. Il faut qu'il y ait de tête 10% des électeurs qui se mobilisent pour que le référendum soit organisé, soit à peu près 4,8 millions à peu près. Et donc, vous voyez que et ceci dans un délai assez rapproché, je crois que c'est 9 mois. Et donc, vous voyez, on ne peut pas, dans ces conditions-là, arriver à mobiliser 4,8 millions de Français pour organiser. Donc, la voie est toute tracée. Là, je partage votre analyse, Anne. On pourrait très bien avancer dans ce domaine-là, dans une perspective de démocratie plus authentique et plus régulière. On pourrait peut-être diviser par deux le nombre d'initiateurs citoyens, avoir une majorité simple du Parlement, et puis laisser peut-être un peu plus de temps pour collationner les différentes signatures pour permettre d'organiser. Ça, ce serait une piste tout à fait honorable. Il ne faut pas non plus qu'on puisse faire systématiquement, il ne faut pas que ce soit trop bas, il ne faut pas que 500 000 Français puissent permettre d'initier un référendum, sinon on va avoir des référendums. Et il ne faut pas non plus qu'il y en ait trop souvent, donc on pourrait par exemple dire que ce soit une fois par an. Mais une fois que c'est accessible plus facilement, ce pourquoi vous militez, comment faire en sorte... concrètement, qui va décider de la question? Et comment ça va se passer? Parce que justement, on semble être dans un méandre
autant le CESE se fait une auto-saisine, toutes les pétitions citoyennes, hein, à partir d'un certain nombre de pétitions, et passe à travers les mailles du filet en comprenant un peu ce qui peut se passer s'il y a beaucoup de signataires à une pétition. Autant là, on voit mal qui va organiser, comment se mettre d'accord sur la question. Enfin bon. Alors justement, ce qui est intéressant là, c'est qu'il faut qu'il y ait une puissance derrière cette initiative, sinon c'est pas la peine, sinon chacun va vouloir faire organiser un référendum. Donc qui va organiser? Tous ceux qui veulent, parce que s'il y a un groupe de citoyens qui prend l'initiative de lancer une démarche pour qu'on arrive à un référendum et qu'elle est signée par des millions de Français, elle sera légitime. Il ne faut surtout pas que ce soit trop orchestré, il faut que ce soit justement une initiative citoyenne. D'ailleurs, le RIC, c'est initiative citoyenne. Moi, je trouve cet élément extrêmement intéressant, et je fais un pari, c'est que par ce biais-là, ce référendum d'initiative populaire, certaines lois auraient été renversées. Ce que je veux dire, c'est que si cette initiative était possible, je pense que dans les mois ou années qui ont suivi, par exemple, l'abolition de la peine de mort, on aurait pu avoir un référendum rétablissant la peine de mort. On aurait pu exactement avoir la même chose au moment du mariage pour tous ou ce genre de choses. Et moi, je serais vraiment un observateur gourmand de la situation politique du pays si le Parlement votait une loi et que 1 ou 2 ans après, le peuple déjugeait le Parlement. Je pense que là, on aurait un grand moment d'histoire et j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Alors, en fait, c'est normal que vous ayez de l'appétence pour cette voie-là parce qu'elle est extrêmement démocratique. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, et notamment sur les sujets que vous avez pris, ou par exemple les retraites aussi, enfin tous ces sujets-là. Quand on est démocrate, on est d'abord au service du lien, non plus du bien commun, mais du lien commun. Qu'est-ce qui est important en démocratie? C'est quand même que c'est la règle de base, c'est que la majorité puisse s'exprimer. Et c'est pourquoi vous avez de l'appétence probablement pour cela. Parce que on peut ne pas être d'accord avec quelque chose. Si une majorité de Français sont pour aller dans ce sens-là, en tant que citoyen, dans l'opposition, puisque on ne serait par définition pas d'accord, eh bien, on doit respecter, ce qui ne veut pas dire que, étant dans la minorité, on ne doit pas aussi être respecté, et que celui qui a gagné en démocratie doit tenir compte aussi du minoritaire. C'est l'inconvénient de notre système politique du côté programmatique. Ce que je veux dire, c'est qu'en démocratie, il y a un vainqueur et un vaincu au soir du vote, et ça ne peut pas fonctionner autrement. Mais si vous avez 100 mesures dans votre programme, il y a des chances, et c'est inévitable, que la mesure 70 ou la 84, en fait, ne correspond à aucun appétit politique, mais votre mouvement est quand même majoritaire, donc ça va passer, le bébé va passer avec l'eau du bain. Et c'est vrai pour toutes les tendances politiques et pour toutes les élections. Et je pense que la volonté populaire profonde du pays a été souvent distordue dans un sens et dans l'autre à cause de ce phénomène de création programmatique où on se retrouve avec le bébé et l'eau du bain. Et c'est un vrai problème démocratique pour moi. Alors là, il y a aussi dans les propositions, c'est bien parce qu'on les prend, en fait, on les prend une par une, c'est sympa. Dans les propositions, il y a tout ce qui concerne la démocratie participative qui peut permettre justement, on a bien compris ce que disait monsieur, c'est-à-dire quand vous votez pour une personne, il a un programme, il a 12 propositions. Vous ne votez pas forcément pour les 12 propositions, votez pour ce qui vous apparaît essentiel. C'est-à-dire qu'il est quand même globalement meilleur que l'autre. Donc vous votez pour lui. Mais dans le programme, il y a peut-être une idée qui vous choque. Et là, la démocratie participative permet de revenir après élection. Le gars est élu, mais de revenir par ce biais-là pour rouvrir le dialogue et essayer d'avancer sur cela. Tout ce que vous venez de dire sur la démocratie participative ou les formes de démocratie directe, je trouve ça très très important. Les référendums d'initiative citoyenne, mais revenons au tirage au sort et aux conventions citoyennes. Vous avez dit que le problème des députés nouveaux qui arrivaient, c'est qu'ils n'étaient pas formés. Dans ces conventions citoyennes, le tirage au sort, les gens ne sont pas plus formés. Oui. Donc vous êtes complètement dans l'aléatoire. Et en revenant à Athènes, la démocratie athénienne, c'était pour une élite. Cette élite, elle ne comprenait ni les esclaves, ni les femmes. Et
Oui, c'est ça. Ni les femmes, ni les métèques. Bon, c'était pour une élite. Et ce tirage au sort confiait des tâches parfois importantes à des gens qui n'étaient pas formés pour. Alors, c'est là toute l'ambiguïté. Ça paraît, la Convention citoyenne paraît vraiment une avancée intéressante, mais en fait, à la base, elle est manipulée par ceux qui ont le savoir. Ouais. Alors, bon, c'est très intéressant. Alors, bon, vous savez, Lénine comme Mitterrand ont expliqué que le pouvoir, les deux, hein, ont expliqué que le pouvoir se gagnait à 50 personnes qui avaient le savoir et qui avaient la capacité de manipuler les autres. Là, j'ai cru comprendre que, enfin, dans l'idée athénienne du tirage au sort, il ne s'agit pas forcément sur des positions d'exécutif. Il s'agirait plutôt de positions, comment dire, collationner la pensée des citoyens. C'est plus dans cet état d'esprit-là. Il ne s'agirait pas de tirer au sort le futur président de la République, pour être concret. Il s'agirait, par contre, comme une convention citoyenne, effectivement, de récolter les sentiments des citoyens. Là, on peut faire du tirage au sort, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un citoyen qu'un citoyen, avec un panel un peu élargi, etc. Ce sera plus dans ses esprits, mais vous avez raison que par définition, le tiré au sort ne s'est pas préparé à être tiré au sort et donc n'est pas forcément formé. Mais on pourrait dire que la citoyenneté oblige à mieux former les citoyens. Et on pourrait dire qu'à l'école, dès le premier âge, hein, pour rassembler un peu tout ce qu'on a dit sur cette partie-là du sujet, il faudrait éduquer nos enfants à s'ouvrir au monde, à la connaissance du monde, etc. Et l'institut auquel on avait pensé avec Gilles pourrait être élargi peut-être à l'éducation nationale. Oui, oui, pour moi c'est l'enjeu de l'éducation nationale. Oui. Merci de votre réponse. Mais pour revenir aux conventions citoyennes que je vais défendre, il y a toute une méthodologie très très importante qui est mise en œuvre derrière, de formation, d'information, de mise en place de solutions de compromis justement, qui fait d'ailleurs que si vous lisez les 2 derniers rapports des 2 dernières et seules conventions citoyennes françaises pour le climat et sur la fin de vie, c'est un travail remarquable, hein. Mais il faut se palucher les 350 pages et lire les quelques articles qui décrivent bien la méthodo, qui est elle aussi assez remarquable, qui fait appel à l'intelligence collective, un tas de méthodes, peut-être pas la médiation en tant que telle, mais on pourrait s'en inspirer. Qu'est-ce qu'on en fait les politiques? Moi, je suis très opposé à la Convention citoyenne versus le tirage au sort, parce que dans la Convention citoyenne, il y a un biais, c'est le volontariat. C'est-à-dire qu'on se dirige spontanément vers des gens qui ont du temps disponible. Vous ne trouverez pas dans la Convention citoyenne le commerçant, vous ne trouverez pas l'avocat, vous trouverez un prof, voilà, des gens qui ont du temps disponible. Donc il y a, et c'est pas une critique pour les vis-à-vis des profs. Et donc on ne vous parle de projets de convention citoyenne que sur des sujets dits progressistes, parce qu'on sait qu'on aura le résultat que l'on recherche indépendamment de l'excellente méthodologie qui a été décrite. Donc, de mon point de vue, si on est un vrai démocrate, c'est impossible d'avoir une convention citoyenne. Il faut un tirage au sort. Et l'avocat, on est déjà aux modalités concrètes. Voilà. Bonjour. Bonjour. Merci pour vos propos. Sean Lafleur, ancien dirigeant d'entreprise, humaniste, actuellement animateur d'intelligence collective et de communication collective, à la fois citoyenne et dans les entreprises. Luc Grage, j'ai 2 questions pour vous. Les jeunes, d'abord. Quelles initiatives concrètes pourraient être mises en place pour renforcer la voix des jeunes dans le processus démocratique? Et deuxième question, vos observations de ce qui vous encourage, vous. Il y a des initiatives différentes de démocratie directe, participative, dans les entreprises citoyennes. Souvent, les mairies, d'ailleurs, sont très dynamiques avec des nouvelles propositions par-ci et par-là. Il existe, par exemple, des démarches qui vont jusqu'à des co-élaborations entre élus et citoyens. Je cite, par exemple, les décarbonautes qui portent une mécanique de concertation et de
co-élaboration assez intéressante. Donc, quels sont les exemples que vous citez dans votre livre et que vous aimeriez partager avec nous qui vous font porter de l'espoir qu'il y a aussi de la créativité ici, maintenant et en France? Donc, vous voyez, on est en plein dans le sujet. En réalité, alors d'abord, ma compétence s'arrête vraiment au droit constitutionnel, etc. Par rapport aux jeunes, je peux parler que de ce que je connais. Dans les municipalités les plus ouvertes, vous avez déjà l'association, vous savez, chez les tout-petits, là, qui sont à l'école, vous avez déjà des représentants au conseil municipal, et dans les municipalités les plus inspirées, vous avez même un conseil municipal qui est consacré aux propositions des différents élus par les différentes écoles. Ça peut remonter. Moi, je prendrais la question plus largement, c'est-à-dire qu'il faudrait aller beaucoup plus loin, et notamment dans la génération à partir de l'adolescence. Parce que c'est là que ça décroche un peu et que ça part un peu trop sur les tablettes et un petit peu pas assez dans le réel. Et ce serait intéressant, effectivement. Donc, ma compétence serait... je n'ai pas réfléchi à ce sujet-là. Mais c'est vrai que je trouve votre piste intéressante de dire qu'il faudrait essayer de vous réfléchir comment associer... En gros, les gamins, là, à partir de 12-13 ans jusqu'au bac, pour essayer ce serait bon pour eux, en plus, ça leur ferait quitter un peu leur Brawl Stars et tout ça, là, les trucs. Ça les ferait aller dans le réel, ce serait pas mal. Donc, en gros et en résumé, il existe déjà des choses, mais toujours ma méfiance, ma vigilance, plus... et je crois que le terme est bien utilisé aujourd'hui, ma vigilance, c'est qu'il n'y ait pas de récupération non plus. Parce que je connais aussi des municipalités où ça verrouille pas mal. Et en fait, vous retrouvez la proposition du gamin. C'est la proposition, en gros, je vais un peu créer une mauvaise atmosphère. De sa grand-mère Non, c'est la proposition d'un élu de la majorité municipale qui n'arrivait pas à le faire avaliser par les autres, mais par l'intermédiaire des gamins, ça arrive sur l'ordre du jour du conseil municipal. C'est formidable, la vie, vous voyez. Donc, pas de manipulation. Et comme disait un médiateur chevronné, il y a la bonne et la mauvaise manipulation, c'est comme le cholestérol dans la vie. Sur les exemples de concertation qui vous inspirent, sur les initiatives qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez. Vous avez appelé à des essais de médiation, à des dialogues. Vous observez aussi des choses peut-être qui vous font dire que oui, ça peut marcher? Moi, je suis à fond pour cela, puisque je suis démocrate, mais force est de constater que la logique politique autonome, alors elle met des digues. Et regardez les conventions, les fameuses conventions citoyennes sur le climat. Je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas écolo et tout ça, mais force est de constater que je sens une rancœur monter. Des gens se sont consacrés pendant des semaines et des semaines à essayer d'élaborer un consensus pour que ce soit relayé. À quel moment ça cale? C'est au moment où ça passe devant les institutions, devant le Parlement, etc. Donc oui, il y avait un ancien journaliste de France 3 qui avait créé des forums de dialogue, et ça marchait très très bien dans les municipalités. Ça a été repris d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils offraient un outil pour aller dans les communes et pour donner la parole aux citoyens et inviter bien sûr les élus à les écouter. Et donc ça permettait de vivifier. Excellente idée, mais toute la problématique, c'est la traduction dans le réel. C'est-à-dire de passer des bonnes idées à la traduction par des votes au conseil municipal ou au Parlement, etc. Et là, vous avez la logique politique autonome qui revient. Le pauvre député qui est en train d'essayer de sauver sa peau parce qu'au groupe, on ne veut pas lui donner le rapport, etc., il ne peut pas tout seul. Il y a aussi un phénomène, donc pour être optimiste, plus la conscience collective va augmenter, plus vos initiatives vont grandir, plus on peut espérer que ce soit repris, mais pas pour annoncer un nouveau monde simplement, pour le faire. Et votre première recommandation pour casser cette logique politique autonome, parce qu'elle a l'air inébranlable d'après ce que vous dites, hein. On va en sortir désespéré. Je pense qu'il n'y a pas une recommandation, il y a les 12 dont je parle là. Si on les met toutes en place, ça bougera un petit peu le mammouth. Et puis vous voyez, des réunions comme aujourd'hui, ça permet aussi des prises de conscience. Et puis moi je suis toujours optimiste, je pense que quand il y a une bonne idée, elle prospère. Une petite question. J'ai les yeux fixés sur le titre de votre livre, que j'ai évidemment très envie de lire après vous avoir écouté. Et je me posais la question suivante. Est-ce qu'on peut appliquer cette analyse à l'Europe, au fonctionnement de l'Europe? Est-ce que vous avez un ouvrage en préparation sur ce sujet? Je vais vous faire une confidence. Je me suis posé la question moi-même, et même aux États-Unis, pour aller encore au-delà. Je pense que oui, mais je n'ai
Alors, j'ai étudié un peu les autres pays, je pense que oui, mais je ne me suis pas senti la légitimité pour aller au-delà de la France. J'ai préféré rester sur mon précaré que je connais pour exprimer les choses, et je pense que c'est applicable ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, je pense que je pourrais faire cette conférence aussi dans d'autres pays, mais je n'avais pas forcément la légitimité. Oui, bonjour. Bernard Esmin, moi aussi je suis professeur de philosophie à la retraite. C'est pour ça que le niveau est un très bon niveau, avocat, philosophe. Oui, bon, la démocratie, on dit toujours qu'elle a deux piliers. D'une part, la volonté générale, d'autre part, la séparation des pouvoirs. Vous avez surtout parlé du premier, mais actuellement, on le voit très bien aux États-Unis, c'est surtout l'autre, la séparation des pouvoirs qui est en question, et l'état de droit d'une manière générale. Alors, bon, l'autre chose que je voulais... Qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question? L'autre chose que je voulais dont je voulais parler, c'était à propos de la démocratie représentative. Quelles sont ses limites? Bon, puisqu'on a beaucoup parlé de la Grèce, moi j'ai le souvenir qu'à l'époque où, plus fort de la démocratie athénienne, lorsque tous les citoyens avaient le droit de siéger à l'Assemblée, le vote était à main levée, en démocratie directe, on était obligé d'amener les citoyens jusqu'à l'Assemblée. Sans ça, ils ne seraient pas venus. Vous savez, on envoyait dans les rues des gardes-sites qui étaient les policiers de l'époque, ils tendaient une corde sur la largeur de la rue et se mettaient à courir en direction de l'Assemblée. Et si les gens, il y avait de la peinture rouge sur les cordes, et si les gens étaient pris avec du rouge dans le dos, ils avaient une amende. Hein. Ça en dit quand même assez long aussi. Bon, alors, vote blanc. Ouais. Alors, plusieurs choses. D'abord, les deux piliers, là, la séparation des pouvoirs et volonté générale. Je ne partagerai pas l'idée que tout va bien du côté de l'expression et de la reconnaissance de la volonté générale aujourd'hui. Je crois que justement, on peut encore faire des progrès à travers tout ce qu'on a dit ce matin. Sur la séparation des pouvoirs, il n'y a rien à ajouter de ce qu'ont dit les grands penseurs. C'est-à-dire qu'évidemment, le pouvoir arrête le pouvoir et que ne pas respecter cela, c'est extrêmement dangereux. Ça met en danger la démocratie. On le voit d'ailleurs, c'est un sujet qui est en train d'être abordé. Comment arrêter Trump s'il devient complètement hors des clous? Et évidemment, le pouvoir judiciaire est la première instance qui s'imposera à ce moment-là pour essayer d'éviter, si un gars part complètement en vrille, il faut la séparation des pouvoirs, elle est absolument essentielle. Et à ce jour, elle tient, qu'on le veuille ou non. Après, sur le fond, la démocratie, mais la démocratie, c'est pas la panacée, parce que vous savez, l'humain n'est pas la panacée, hein, l'humain est fait de plein de choses, et c'est la phrase qu'on l'on prête à Churchill, la démocratie, le pire des régimes, à l'exception de tous les autres. Donc moi, on est dans une démarche qui n'est pas une démarche, comment dire, d'une plénitude absolue. Quand on est pour la démocratie, qu'on essaye de la défendre, qu'on essaye d'éveiller, d'alerter sur la démocratie en péril, ça ne veut pas dire qu'on est un démocrate béat. Ça veut dire qu'à ce jour, dans le respect de la dignité de la personne humaine, on n'a pas trouvé mieux que la démocratie. Car c'est vrai que si on compare les différents États du monde, aujourd'hui, on peut prendre tous les partenaires éventuels du monde, quel est le type de régime qui permet le mieux de préserver ce caractère infiniment respectable de l'humain, c'est la démocratie. Voilà. Alors enfin, sur la Grèce et sur ce que vous nous avez rapporté, il y a des limites aussi dans le système. C'est-à-dire que celui qui veut vraiment mettre à bas la démocratie, rappelez-vous, c'est pas vous, je vais l'apprendre, la notion d'ostracisme, qui est clairement qu'en démocratie, quand quelqu'un cherche à tout mettre en l'air, pour dire un mot moyennement élégant, eh bien l'ostracisme permet de sortir la personne. C'est-à-dire qu'elle n'a plus droit d'être dans le jeu démocratique à partir du moment où elle-même est une mauvaise énergie qui va risquer de mettre en péril
la construction démocratique qui est toujours fragile. Et enfin, il y a aussi, ça me rappelait ça, c'est qu'il y a le débat sur le vote. C'est-à-dire de rendre le vote obligatoire. Dans certains pays, ça existe. Et c'est parce que vous êtes citoyen, vous êtes contraint à voter. Là, il y a débat. Moi, en général, je ne suis pas tellement pour la coercition. Je trouve que le fait de ne pas aller voter exprime aussi un mal-être qui doit être pris en considération par les démocrates. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette intervention et ces réponses.